Bonjour, alors dans cette vidéo, ce point marché de début mars 2018, je vais avant tout répondre à une question d'un de mes abonnés à la lettre PEA qui me demandait des explications en fait sur le choix que j'avais fait de prendre des protections baissières sur mon PEA jeudi avant la forte baisse qui était observée sur le CAC 40 vendredi. Alors, il me dit à juste titre, c'est étonnant parce que bon, quand tu as pris des positions à la baisse jeudi, il n'y avait aucun signal particulier sur les indicateurs de sentiment. Le PCR 5 jours, vous le voyez sur cette image, il était à peu près par là, donc en pleine zone neutre, il n'était pas en excès d'optimisme. Et le VIX ne l'était pas non plus. Enfin, l'ensemble des indicateurs de sentiment à court terme ne donnaient pas spécialement de signaux de vente sur les indices. Alors pourquoi avoir choisi de protéger mon PEA avec des stratégies que je ne vais pas détailler complètement ici, alors que je ne l'avais pas fait depuis plusieurs années et qu'on n'avait pas de signaux particuliers. Alors il y a plusieurs raisons à ce choix. La première, c'est une question de ratio entre le risque et le gain potentiel. On est aujourd'hui dans une situation qui est potentiellement franchement dangereuse sur les indices. On a une rupture de hausse parabolique, je l'ai déjà expliqué début février sur le SP500. Cette situation marque souvent des fins de mouvement, des fins de tendance haussière, et la suite, en général, lorsque ça part à la baisse, est assez brutale. Donc pour protéger le PEA, j'aurais pu me dire, j'attends quand même qu'il y ait un vrai excès d'optimisme pour avoir un bon signal pour entrer en position. Ça aurait permis un gain supplémentaire, on va dire, des indices de l'ordre de 2 ou 3%. Sans doute, avant d'avoir un vrai excès d'optimisme. Donc ça, c'est le potentiel de gain qui existe à ne pas prendre de protection. Le problème, c'est que de l'autre côté, le risque à la baisse, il est très grand. Si on est effectivement dans une situation de retournement de tendance, à ce moment-là, il faut savoir que en général, les marchés, ils vous donnent toujours une seconde chance. On a une première vague de baisse, on a un rebond. Après, si vous ratez la porte de sortie, si vous ratez cette seconde chance, derrière, ça baisse souvent très fort. Je vais vous donner un exemple ici sur le Nasdaq dans les années 2000. Donc on a eu ici la fin de la hausse parabolique avec la divergence baissière donc sur le RSI classique de la fin de hausse parabolique qui était le premier signal d'avertissement. Ensuite, on a eu la première vague de baisse. On a perdu environ une douzaine de pourcents assez vite sur le Nasdaq là, en mars 2000. Et derrière, vous voyez, on a eu un rebond technique qui a permis de retracer presque toute la baisse et de sortir tranquillement. Les investisseurs à ce moment-là qui ont refusé la porte de sortie, qui ont refusé l'aide du marché qui offre la seconde chance, derrière, ils l'ont regretté cruellement parce que, vous voyez, c'est parti très vite et très fort et là, on a eu tout de suite des baisses à plus de 30% en l'espace de quelques mois. Sur le Bitcoin, récemment, la cassure de la hausse parabolique sur le Bitcoin, c'est exactement la même chose. On a eu ici la fin de hausse parabolique avec la divergence baissière qui s'installe. Derrière, on a eu la première vague de baisse violente. Mais vous voyez, il y a eu un retracement d'un peu plus de 50% de la baisse initiale, ici et ici, qui a offert quand même une porte de sortie aux investisseurs. Ceux qui l'ont refusé, même chose, on est passé, vous voyez, de 14 000 à 5 000 en très peu de temps. Évidemment, ça fait très mal. Donc jeudi, j'ai constaté qu'on était dans une situation un peu de ce type. On a une hausse parabolique. Pas vraiment de signaux de divergence en fin de hausse, c'était très dur à prévoir cette cassure de hausse. En fait, si on voulait vraiment avoir des signaux de divergence, ils ont existé, il fallait être très attentif, il fallait passer sur des graphiques en 4 heures ou en 2 heures, et là on avait en fin de hausse sur le SP500, en fin de hausse parabolique, effectivement quelques divergences baissières sur des oscillateurs.
Donc quoi qu'il en soit, on a une première vague de baisse brutale à la suite de la cassure, avec des niveaux de volatilité qui ont été tout à fait exceptionnels par rapport à ce qu'on a observé les dernières décennies pour on va dire des entrées potentielles en marché baissier, même si ça n'est pas du tout certain pour le moment. Et derrière, on a eu la classique seconde chance offerte par le marché avec un retracement d'environ 60% de la hausse initiale. Donc quand j'ai vu jeudi que que ce rebond était en train de commencer à échouer, je me suis dit que même si j'avais pas de signaux valables sur mes indicateurs de sentiment, d'un côté j'avais 2 ou 3% de potentiel de gain restant avant excès d'optimisme, et de l'autre côté potentiellement un gros risque de baisse sans doute supérieur à 15%. Donc voilà, qu'on fait la balance des deux, même si la probabilité du scénario baissier est inférieure à 50%, même si à l'extrême on n'a que 30% de risque que ça baisse, on a quand même intérêt à se protéger, quitte à perdre 1%, on va dire, en performance annuelle sur le PEA qu'on gère, pour se protéger contre un risque qui peut être violent et important. La deuxième raison, elle tient à la nature des systèmes de trading ou d'investissement que nous avons tous. Quel que soit le système qu'on utilise, et même s'il est très bon, il ne fonctionnera que dans un certain contexte. Toutes mes méthodes d'investissement value sur small caps que je détaille dans les formations à l'analyse financière que je fais, elles sont excellentes en marché haussier ou même en marché flat, où on va trouver des pépites intéressantes qui vont bien monter. Mais dans un contexte de marché baissier, il faut être clair, ces méthodes ne fonctionneront pas. Et il n'y a aucune stratégie d'investissement value ne fonctionnera en marché baissier. Ça, c'est clair et net. Donc il faut connaître les limites de ces méthodes. Inversement, les méthodes qui sont basées sur les indicateurs de sentiment de marché, pour prendre des positions baissières sur excès d'optimisme par exemple, elles fonctionnent très bien en marché baissier, mais en marché haussier, clairement, elles donnent beaucoup de faux signaux, elles ne sont pas très efficaces. Elles sont efficaces en fait juste pour trouver des points d'entrée acheteurs sur des petits excès de pessimisme temporaire qui arrivent sur le marché haussier. On a un exemple ici avec cette barre verte. Vous voyez que fin 2016, début 2017, on a eu un gros excès d'optimisme ici. Et derrière, ça a très peu corrigé, on a continué à monter. Donc quand on est en bourse, en fait, il faut avoir plusieurs systèmes qui vont être adaptés à différents contextes et savoir passer de l'un à l'autre selon la situation du marché. Le moment le plus délicat en bourse, en fait, c'est pas le marché baissier lui-même, c'est pas non plus le marché haussier évidemment, ce sont les phases de changement de régime. Parce qu'en phase de changement de régime, en fait, aucun système ne va vraiment fonctionner. On n'a plus, si on est investisseur à long terme en small caps, l'horizon de temps devient trop limité pour pouvoir continuer à le faire tranquillement. Et si on veut tenter trop tôt des stratégies baissières, ça fonctionne pas tout de suite non plus. C'est pas un hasard. D'ailleurs, si une de mes plus mauvaises années en bourse a été 2007, où j'ai fini l'année à quelque chose comme moins 2 ou moins 3% en très légère perte, parce qu'on était justement en plein dans une phase de changement de régime. Mon indicateur de sentiment a le PCR 5 jours, mais c'est le cas pour la quasi-totalité des systèmes qui sont basés sur des indicateurs de sentiment. Ça consiste à comparer une situation ponctuelle, ici le PCR 5 jours, donc une moyenne à 5 jours de très court terme de l'indicateur, à une situation de long terme. Ici, j'ai une moyenne mobile qui va être de très long terme et qui va porter sur 100 jours. Si le régime de marché change brutalement, et donc si on se met à, comme ça peut être le cas en cas de rupture de hausse parabolique, on se retourne brutalement à la baisse, ce qui peut arriver, c'est que l'indicateur, la moyenne mobile de long terme, celle à 100 jours, elle ne va pas avoir le temps de s'adapter assez vite au nouveau contexte. Ce qui fait que les valeurs d'excès d'optimisme qui en marché haussier tranquille, on va avoir des niveaux par exemple à 0,5, 0,55 sur l'indicateur. Les nouveaux seuils d'excès d'optimisme de marché baissier seront beaucoup plus hauts en fait. Ils vont être sur un EPCR à 0,60 voire même 0,65.
Et si ça se trouve, la valeur qui était là en milieu de semaine dernière était déjà, pourrait déjà être, enfin, si on est dans un départ de marché baissier, ça pourrait déjà être un seuil d'excès d'optimisme qui sera valable ensuite. Donc tout ça pour vous dire que, quel que soit le système que vous avez, vous devez vraiment connaître les limites de votre système et être capable de ne pas faire confiance aveuglément à votre système tout le temps, parce que vous allez forcément rencontrer un jour une situation de marché qui vous demandera de vous adapter à un événement particulier, notamment en situation de changement de régime. Donc quand vous êtes dans une situation vraiment spéciale, et ce qui s'est passé en février, c'est spécial effectivement, une situation qui est particulièrement à risque, même bon, si vos indicateurs, si vos systèmes ne donnent pas de signaux d'alarme, hein, pour l'instant mes indicateurs macroéconomiques ne donnent aucun signe d'inquiétude particulier, je n'avais pas de signaux d'excès d'optimisme non plus sur les indicateurs de sentiment. Il faut savoir quelquefois, je pense, passer outre, quitte à perdre un tout petit peu de performance annuelle pour se protéger contre un risque d'événements violents qui pourrait arriver. Si on regarde le graphique du DAX, par exemple, pour finir, on voit qu'on a déjà cassé les plus bas du début février ici, avec la séance d'hier vendredi, et qu'on est maintenant là sur une résistance, sur un support clé. Bon, si on casse ce support clé à nouveau, ça sera quand même assez mauvais signe pour la suite. Lundi, on devrait quand même rebondir, hein, parce que la séance du SP500 hier soir aux États-Unis a été positive. Bon, reste à savoir si ce rebond fera long feu. Pour l'instant, j'ai quelques doutes, mais enfin, on verra bien.